suis très honorée d'être parmi vous et je remercie les organisatrices et les organisateurs de m'avoir proposé, d'avoir suscité que je puisse intervenir sur ce temps et j'étais vraiment très intéressée par tout ce qui s'est dit depuis ce matin. Alors, un peu comme mon prédécesseur, je ne suis pas spécialiste des bibliothèques et je ne suis pas non plus spécialiste de la culture, donc c'est vous dire que j'apporte une mini briquette à la réflexion générale de la journée et puis je me dis toujours qu'après tout, peut-être en sortira-t-il quelque chose dont l'impact ne peut pas être évalué aujourd'hui, mais sait-on jamais. D'où je parle, donc je suis dans un laboratoire d'économie et de sociologie. Je suis économiste, mais tous les économistes ne pensent pas la même chose, et tant mieux, parce que ça met de la démocratie dans notre paysage intellectuel. Et puis, deuxièmement, je travaille sur des sujets qui portent sur des sujets assez exotiques, mais toutefois tout à fait intéressantes et sans doute un peu importantes aussi. Je m'intéresse à des nouveaux indicateurs de richesse, à la manière, ça revient à votre question, à la manière par laquelle on pourrait un peu se départir du PIB comme seul indicateur univoque dans nos représentations des richesses pour essayer d'avoir une vision un peu plus multidimensionnelle de là où nous voulons aller collectivement, puisque nous sommes en société, il nous faut bien avancer quelque part, et peut-être que l'économie peut dire des choses, mais qu'elle ne peut pas non plus tout dire sur notre projet de société. La deuxième chose, c'est que j'ai travaillé aussi sur la question de la performance et puis plus récemment sur l'évaluation d'impact dans le champ de l'économie solidaire, donc disons dans le champ des associations, et c'est peut-être un petit peu là qu'il y a des points un peu, disons, de dialogue possible sur évidemment les choses qui ont été évoquées, sur lesquelles une bonne partie d'entre les intervenants ont bien plus de compétences que je ne pourrais jamais en avoir. Alors je vais donc m'intéresser à des questions plus génériques, plus générales, comme il avait été dit en introduction, sur l'enjeu de l'évaluation des impacts. Avec en introduction, rappeler, parce que je ne veux jamais jeter le bébé avec l'eau du bain, rappeler que l'évaluation a toujours existé. Hein, c'est-à-dire que d'une certaine manière, les hommes ont toujours essayé d'estimer si ce à quoi ils étaient occupés, intuitivement ou de manière formelle, était en phase avec leur projet ou avec ce qui était attendu d'eux. D'une certaine manière, si je sens qu'au bout de 5 minutes, tout le monde quitte la salle, je vais sans doute me réajuster un peu mes actes pour que nous restions un peu solides ensemble, et vous voyez bien que ce genre d'évaluation est quelque chose qui fait qu'on fait société aussi. Donc l'évaluation, c'est un mode de coordination des acteurs entre eux pour vivre ensemble, en fait, en quelque sorte, si je puis m'exprimer de manière un peu ordinaire. Et donc pour moi, c'est d'abord cela évaluer, mais je ne suis pas la seule à le dire, c'est essayer d'appliquer une valeur, et comme toute valeur, c'est discutable, à un acte ou à ses résultats, et estimer la cohérence de ces actes et de ces résultats et comment ils s'insèrent. Donc peut-être que ce qui est différent aujourd'hui, et c'est évidemment un point de vue un peu critique que je vais développer, mais ça sera la seule briquette critique de la journée, donc vous pourrez la noyer dans le vin tout à l'heure, c'est qu'il me semble que si l'évaluation a toujours existé, aujourd'hui ces modalités se sont profondément transformées depuis 2-3 décennies, en France un petit peu plus tardivement parce que le monde anglo-saxon n'a pas tout de suite envahi nos modes de représentation. Elles sont devenues beaucoup plus hétéronomes, c'est-à-dire que ce sont un peu des normes qui nous sont imposées sans nécessairement que l'ensemble des parties prenantes soient totalement convaincues de cette normalisation. Elle s'est beaucoup plus institutionnalisée, l'évaluation. On évalue les politiques publiques, on évalue l'impact, on évalue les résultats, etc. etc. Et elle est beaucoup plus standardisée et plus normée. Voilà pour ce point. Et en même temps, il me semble qu'il y a des raisons à cela, des raisons un peu macro dans la dynamique d'évolution. Et je vais donner quelques éléments. Évidemment, je ne pourrais pas tous les évoquer par le temps qui m'est imparti, mais je voudrais donner quelques éléments. Donc, je vais d'abord partir de ce qui me semble être important. En même temps, ce n'est pas nécessairement le plus important, c'est simplement que j'ai des compétences là-dessus, sur les mutations socio-économiques, et en particulier le fait qu'on soit passé entre les années 45 et aujourd'hui d'une économie et de sociétés extrêmement industrielles à des sociétés qui sont dominées aujourd'hui par la tertiarisation et par les activités de services dont les bibliothèques peuvent témoigner. Et sur la période fordiste, sur cette période
qui court entre 45 et 70 ou 75, un des régulateurs clés du système de la production, c'était ce qu'on appelait la productivité. Et c'était un régulateur assez commode parce que d'une certaine manière, finalement, il permettait de coupler l'intensification du travail des salariés à qui on demandait de faire plus, mais en contrepartie d'un certain nombre de principes redistributifs qu'on peut appeler par le terme de justice sociale. Et ce que l'on entendait par les gains de productivité, je pense que tout ce qui aujourd'hui peut s'apparenter à la performance et sans doute aussi une partie des impacts relève en fait de cette vieille représentation de la productivité, c'est qu'au fond, on rapporte ce que l'on fait, ce que l'on produit, mais en volume. C'est ça d'abord la productivité, en volume. Est-ce que je produis plus de voitures? Est-ce que je produis plus de cure-dents? Est-ce que je produis plus d'ordinateurs? Rapporté à ce qu'on appelle un input, qui est finalement l'ensemble des forces de ce que l'on peut, de ce qu'on met un peu dans le travail. Et donc, une bonne partie de l'input sur les activités de service, évidemment, c'est le travail. Et cette tertiarisation des économies, aujourd'hui, 75% des emplois sont occupés à des activités de service, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce à quoi nous sommes occupés, c'est essentiellement accompagner, éduquer, soigner, aider, prendre soin, etc., etc. C'est beaucoup plus ça que faire des choses au sens industriel et au sens volumique du terme. Évidemment, la tertiarisation de ces économies pose de redoutables questions et théoriques et pratiques dont je ne pense pas qu'on ait pour l'instant épuisé l'ensemble des déterminants. Et il me semble en particulier que lorsqu'on veut appliquer de manière trop homologique, trop systématique ce concept pour moi très industrialiste de la productivité, pose des problèmes redoutables dans les services. Et en particulier, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'un volume d'activité de service. Autant on voit bien qu'un volume d'activité de voiture, encore que les voitures avec leur... Le fait qu'elles soient de plus en plus déstandardisées pose sans doute aussi d'autres problèmes. Mais disons que globalement, un volume de production de services, qu'est-ce que le volume de l'éducation, qu'est-ce que le volume de la santé, qu'est-ce que même le volume de production d'un système de bibliothèque ou culturel, on voit bien que en quelque sorte, l'activité de service résiste à la question du volume, alors que dans une activité industrielle, on comptait relativement bien. Et d'ailleurs, tout cela renvoie à la question du PIB aussi. Et donc, il y a une difficulté croissante de la statistique publique à essayer de capter d'une manière efficace la question du volume dans les activités de service. Elle recourt à un certain nombre de dispositifs. Certains ont été évoqués dans la mesure d'impact, je pense au prix hédonique, etc., mais de manière extrêmement étroite. Et il me semble que la complexification de ce que nous faisons ensemble en production va beaucoup plus vite que la manière par laquelle on arrive à trouver des solutions techniques pour résoudre cette question complexe de comment essayer de capter ce qu'est un volume de production de services. Et les contorsions rendent sans doute délicat un usage un peu trop irraisonné de l'ensemble des statistiques publiques, en tout cas autour de cette production. Mais ce n'est pas vraiment ce à quoi nous sommes intéressés ici, mais il y a aussi, je dois le dire, en matière d'économie de service, une véritable insaisissabilité immédiate de ce qui est produit. On le voit bien, on a tourné autour de la question sur les bibliothèques pendant toute la matinée. Au fond, qu'est-ce qu'on fait quand on est occupé dans une bibliothèque? C'est quoi la production? Quelles sont les missions finalement? Et il y a souvent une confusion qui règne entre le processus et le résultat, parce qu'au fond, le plus commode, c'est de mesurer le temps de travail et puis se dire, bah voilà, le temps de travail va être un équivalent du résultat. Évidemment, c'est la raison pour laquelle on en vient souvent à essayer de travailler plutôt sur les impacts que sur le travail, j'y reviendrai, parce que d'une certaine manière, ça permet de découpler la question du processus et du résultat. Mais il y a quand même aussi un autre problème qui était moins évident dans l'activité industrielle et qui est extrêmement prégnante en matière d'activité de service, c'est que malheureusement ou heureusement pour nous, l'activité de service est marquée par une forme de rapport social permanent entre du public, je vais l'appeler comme ça pour l'instant, du public et puis des personnes qui sont au service de ce public d'une certaine manière. Et cette coproduction, cette interaction, ce rapport social, eh bien, peut être à la fois un obstacle à des formes de codification
codification et de standardisation, et du coup, mis à part les McDo, on a quand même des difficultés à réussir à standardiser complètement l'activité, parce que le public peut toujours être différent, etc. Et donc, d'une certaine manière, le public peut apparaître comme un problème pour cette codification, un problème pour des formes de normalisation de la production, et en même temps, évidemment, le public peut aussi apparaître comme une ressource, parce qu'il peut aider à coproduire l'activité. Moi, je donne souvent l'exemple du médecin. Si vous allez voir un médecin en lui disant devinez ce que j'ai, en tant que patient, évidemment, vous attendez de lui qu'il résolve tout seul la difficulté de votre symptôme, tandis que si vous lui décrivez terme à terme l'ensemble des symptômes, vous êtes dans une coproduction du diagnostic, sans doute même souvent, faites-vous le diagnostic vous-même et venez-vous avoir une validation ex post de la bobologie à laquelle vous êtes confronté. Mais c'est très important, parce que je le dis sous forme souriante, mais parce qu'au fond, on voit bien que là, il y a des gisements aussi d'efficacité qui viennent et qui dépendent, enfin selon ce que l'on entend par efficacité, mais qui dépendent évidemment du type de public auquel on a affaire lorsqu'on est impliqué dans une activité de service. La question se pose de savoir si les services sont un bien comme un autre, mais je ne vais pas dans l'hyperlien que j'avais prévu pour ne pas départir du temps qui m'est consacré. Deuxième point dans ma présentation, ça c'est donc premier point, mutation socio-économique. C'est quand même compliqué d'essayer de mesurer ce que l'on fait en matière de services, et que sans doute il y a des manières un peu discutables ou débattables de ce que, disons qu'il peut y avoir même des évaluations concurrentes de ce que nous faisons. J'y reviendrai dans un ou deux exemples. Mais dans le même temps, on a aussi une transformation dans les modalités d'évaluation de l'action publique. Et ça, c'est très concomitant à cette évolution de la tertiarisation. L'évaluation des politiques publiques progresse en légitimité. Ça devient de plus en plus légitime. C'est même de plus en plus exigé qu'on les évalue. Ces politiques publiques, elles progressent en volume. Et sans doute aussi progressent-elles dans la manière, dans les méthodes qui sont allouées à l'impact de ces politiques publiques. Alors, pourquoi est-ce qu'elles évoluent? Parce qu'on est dans une période de maîtrise des dépenses publiques. La seule chose que je dirais par rapport à mon prédécesseur, c'est que j'ai un point de vue d'économie politique, moi, sur la maîtrise des dépenses publiques. Tant pis, je me lâche un petit peu, mais je pense qu'il n'y a pas de ressources rares a priori, et c'est simplement qu'il y a une allocation des ressources telle qu'aujourd'hui, on soit dans un contexte de réduction des dépenses publiques, mais nous n'avons jamais été aussi riches économiquement aujourd'hui par rapport à l'ensemble des périodes qui nous ont précédés. Et donc il s'agit bien d'un choix politique de savoir ce que nous voulons faire collectivement avec l'ensemble des ressources que nous avons à notre disposition. Mais il apparaît que cette maîtrise des dépenses publiques conduit à au moins deux éléments, des formes de délégation de services publics qui conduit justement de plus en plus à construire des formes de coordination par l'évaluation, parce que lorsqu'on fait soi-même, on a moins besoin d'évaluation hétéronome que lorsqu'on fait faire à quelqu'un d'autre ce que l'on faisait soi-même avant. Donc délégation de services publics. Et puis on voit aussi progresser, Thierry Mandon le proposait, du tri dans les aides et les soutiens. Et ça rejoint une remarque qui a été faite précédemment, c'est qu'à partir du moment où vous fabriquez des équivalents monétarisés ou des équivalents fonctionnels de tout contre tout, vous prenez le risque aussi d'avoir fabriqué la légitimité de la commensurabilité de l'ensemble des dispositifs qui sont à notre disposition, dispositifs publics, et ce faisant de dire lui vaut plus que lui, alors même que je vous assure, mais je pense que mes collègues seront d'accord, que lorsque le Danemark dit qu'il a un impact ou un retour sur investissement de 3,4 milliards d'euros, je pense que c'était, franchement, on pourrait aussi trouver 2,3 milliards, on pourrait sans doute aussi trouver zéro si on travaillait un petit peu différemment, selon la méthode que l'on expérimente. Évidemment, il peut y avoir des marges de manœuvre extrêmement différentes, et j'y reviendrai. Il y a un contexte européen aussi sur lequel j'attire votre attention qui s'adapte davantage ou qui s'applique davantage aux associations, mais sait-on jamais, c'est qu'on voit apparaître ce qu'on appelle les social impact bonds, c'est-à-dire des formes finalement de propositions de financer l'ensemble de l'action publique ou l'ensemble de l'action associative, par des investisseurs et des fonds de pension, desquels on attendra des retours sur investissement social, le Social Return on Investment, qui lui aussi est redevable des mêmes règles d'évaluation que celles qui ont été présentées depuis ce matin. Et puis, dernier élément, mais je vais juste l'évoquer, ça reviendra peut-être dans le débat, il apparaît aussi que l'évaluation des politiques publiques progresse, mais qu'aujourd'hui, un certain nombre d'économistes disent qu'un État moderne doit se laisser évaluer par des méthodes rigoureuses pour être efficace, ce qui, dans cette
rhétorique ne peut pas être contestée. Simplement, ils vont parfois jusqu'à dire qu'au fond, comme il est très très délicat sur un certain nombre de dispositifs d'évaluer effectivement l'impact de ce qui est fait, il est parfois demandé à l'État qu'il transforme ce qu'il fabrique de telle sorte que ce qu'il fait puisse être mesurable. Et donc on est dans une transformation complète et on voit bien que l'évaluation des politiques publiques, l'évaluation devient un vecteur, ou peut devenir en tout cas un vecteur de transformation dans la nature même de ce qui est élaboré en matière de dispositifs. C'est juste pour attirer votre attention là-dessus. Alors, le vecteur principal, c'est l'infusion, de mon point de vue, là je prends encore une fois un point de vue d'économie politique, mais d'infusion de logique managériale par le biais des évaluations. Et d'ailleurs, ce graphique-là, on l'a vu tout à l'heure dans une présentation peut-être un petit peu plus rapide, c'est-à-dire on rapporte un output sur un input ou un outcome sur un input. Voilà. En tout cas, le vecteur, c'est vraiment des outils qui sont issus du monde lucratif, c'est évident. Anglo-saxon est d'abord lucratif, et ils sont présentés comme une évidence et ils formatent des représentations. Or, il y a un certain nombre de difficultés là-dessus et je pense qu'on peut être tous d'accord sur ces difficultés et qui devront être résolues sans doute par un peu plus de démocratie, me semble-t-il. La première, c'est l'équivocité dans les diverses finalités. La qualité ne se décrète pas, c'est une convention sociale en quelque sorte. Il est difficile de savoir en quoi on a affaire à un produit de qualité ou en quoi les impacts sont ceux-là même qu'on attendait. Donc les outcomes et les outputs ne vont pas de soi et ils sont potentiellement en concurrence. Est-ce que, deuxième élément de difficulté, est-ce qu'on peut véritablement, sur des dispositifs publics, identifier des schémas qui seraient causolinéaires, enfin, ou en tout cas identifier une causalité ferme en raisonnant complètement en contrefactuel? J'ai bien compris que les économistes essayaient de nous faire entrer dans cette logique-là, mais c'est quand même un tout petit peu contestable parce que justement, souvent, un dispositif public, il embrasse plusieurs objectifs à la fois et qu'il le revendique en quelque sorte sa multidimensionnalité de ce à quoi il est occupé et qu'il n'est pas là simplement pour l'attractivité du territoire, pas plus qu'il n'est là simplement que pour produire du lien social, mais quelque chose qui est dans un entre-deux et on attend justement du politique qu'il sache nous donner une vision sur ce qui est attendu, pas simplement sur l'un ou l'autre de ces termes. Et la dernière, troisième difficulté, c'est qu'il y a une difficulté d'imputabilité individuelle versus sociale dans ce qui est fait, dans les actes qui sont réalisé. Est-ce que l'on peut imputer l'ensemble de l'impact simplement du fait que la bibliothèque existe? Évidemment, c'est lié à ma remarque précédente sur la linéarité ou la causalité. Et puis, dernier élément qui me nourrit beaucoup dans mes travaux, c'est que la quantification n'est jamais un acte neutre. Il n'y a pas de neutralité axiologique dans les indicateurs. J'ai participé à la concertation de France Stratégie sur les nouveaux indicateurs de qualité de la croissance. J'ai fait partie des débats et on a vu à quel point ça pouvait être extrêmement conflictuel de fournir une valeur à la qualité de la croissance et qu'il n'y avait sur aucun indicateur, remplacer le taux de chômage par le taux d'emploi, utiliser plutôt le taux de qualification ou le taux de sortie sans aucune qualification, tout ça n'est absolument pas neutre sur la manière dont on se représente vers où nous voulons aller. Il y a, de mon point de vue, un risque élevé, c'était dans la conclusion du livre blanc, donc je me permets de le redire, il y a pour moi un risque élevé de dissolution de l'évaluation des politiques dans ce que l'on appelle la mesure de la performance des services publics, et pour moi, l'un l'autre ne sont pas les mêmes choses. Évaluation des politiques publiques versus mesure de la performance des services publics. Pourquoi ? Parce que d'abord, évaluer et mesurer, ce n'est pas la même chose. Mesurer, ça laisse entendre qu'on serait dans une épistémologie très réaliste, c'est-à-dire que la réalité, la vérité préexisterait à la mesure. Ça, c'est vrai d'un certain nombre de sciences exactes, mais il me semble que sur l'ensemble des enjeux que nous avons identifiés ce matin, il n'y a aucune possibilité de dire qu'il y a une réalité vraie qui viendrait simplement émerger par la mesure. On est toujours dans des formes de conventions sociopolitiques à partir desquelles il faut réussir à se mettre d'accord, et l'idée de consensus dans la norme me semblait, dans les dispositifs de normalisation, me semblait intéressante. Évaluer, au contraire, évaluer, c'est accepter d'émettre un jugement qui peut parfois être contradictoire sur, et d'où l'importance, si on accepte l'idée qu'on est sur des évaluations plutôt que sur des mesures, d'accepter de savoir finalement qui est légitime pour compter, qui est légitime pour dire ce qui compte, et qui est légitime, pour reprendre un petit peu la formule de tout à l'heure, et d'émettre ce jugement.
De la même manière, pour moi, évaluer les politiques publiques et mesurer la performance des services publics, même s'il y a un risque de dissolution qu'on peut entendre parfois, en particulier via les méthodes, ne sont pas non plus du même acabit sur un autre angle. C'est que lorsqu'on évalue les politiques publiques, pour moi, il y a derrière l'idée, mais ça peut se discuter, il y a quelque chose d'un peu normatif dans ma perception, l'idée d'un État social qui est garant quand même de droits fondamentaux, de liberté, garant de la cohésion sociale, garant de l'égalité aussi, sans doute. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose comme ça au fronton de nos mairies. Tandis que mesurer les performances des services publics, c'est admettre l'idée que l'État ne serait plus que prestataire d'un certain nombre de services publics, d'une collection de services publics, et que du coup, le public deviendrait usager, et puis peut-être plus par la suite. Et d'une certaine manière, quand on glisse de l'un à l'autre, il y a des possibilités, des risques de dissolution de la performance collective et du progrès social dans une collection de performances individuelles. La somme des performances des enseignants ferait la performance de l'éducation nationale. La somme des performances des médecins ferait la performance de la santé, etc., etc. Évidemment, on perd l'idée sans doute qu'il y a un intérêt général au-dessus des performances individuelles et qui nous incombe aussi, nous, intellectuels et garants du service public, de tenir compte. Il y a des enjeux pour des activités productrices de commun. Alors, je vais d'abord le donner sous forme d'une perspective critique. Il me reste 7 minutes. D'abord, il me semble que quand on exulte trop la performance, alors évidemment, vous me dites ici, c'est pas la performance, c'est les impacts, mais parfois la frontière est quand même un petit peu floue entre les deux. Ça peut conduire à des successions de contre-performances. Je les indique, je les ai vues aussi dans le livre blanc, donc je n'ai pas l'impression de trop enfoncer le clou, mais pas toutes, donc notamment pas celle-ci. On peut toujours être un petit peu, comment dire, un peu colonisé encore par cette réflexion industrialiste et considérer qu'au fond, ce qui compte, c'est les volumes. Et donc, on va par exemple venir mesurer le nombre de pages cliquées par semaine, par mois, par jour, et considérer que c'est ça l'indice de mon impact. On voit bien que là, on essaie de s'accrocher finalement à des indices de volume parce que c'est assez confortable, et en même temps, on voit bien qu'on ne peut pas épuiser l'ensemble de la mission d'une organisation à l'aune simplement du nombre de pages qui est cliqué. Ça ne veut pas dire que c'est évidemment ce qui se passe aujourd'hui. Mais il peut y avoir d'autres effets, en particulier qu'on appelle parfois des effets performatifs des indicateurs, ou disons en tout cas des effets rétroactifs, pour être un peu moins superfétatoire. Et avec l'idée que quand on fixe des objectifs d'impact, il y a peut-être cette possibilité de dire, bon, je vais essayer de passer sous la toise parce que je sens que c'est ce sur quoi je vais être évalué en quelque sorte. On le voit, un lycée par exemple va trier à l'entrée ses élèves de seconde de telle sorte qu'ils soient assurés d'avoir un taux de réussite au baccalauréat de 100%. Voilà des effets rétroactifs qui peuvent être... On réendogénéise, si vous voulez, d'une certaine manière la norme sur laquelle on sait qu'on va être attendu en quelque sorte. Et ça, c'est un enjeu majeur de l'évaluation, évidemment. Et donc, si par exemple l'indicateur central, c'est satisfaire les usagers, vous voyez bien aussi les effets un peu de dérive populiste, entre guillemets, auxquels on peut être confronté, si en tout cas il n'y a que cette évaluation-là qui est menée, ou bien si même on essaye de mesurer uniquement l'impact par le nombre de publications de recherche ayant mobilisé des sources de la bibliothèque, on voit bien aussi comment on peut réallouer un certain nombre de fonds pour être sûr de passer sous la toise de cet indicateur. Mais il peut y avoir aussi des représentations concurrentes des missions. Pour moi, c'est le point central, au fond. C'est qu'on a vraiment besoin de se reposer un petit peu, même si je parle un peu vite, je m'en excuse, on a besoin de se reposer un petit peu pour essayer de saisir l'idée que les missions peuvent être très concurrentes. Moi, je le vois dans le système associatif. Besoin de se reposer pour savoir quel est finalement le projet social de l'organisation avant de courir après des indicateurs, en quelque sorte, ou avant de courir après la mesure. Est-ce qu'il s'agit, par exemple, j'ai lu ça dans le livre blanc, donc je vous les livre comme ça, est-ce que la mission consiste à doter les individus de capital humain qui leur permettent d'accroître leur rendement, leur employabilité, un surplus de salaire sur le marché du travail ? Est-ce que c'est cela dont il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de mettre les citoyens en capacité de se cultiver pour qu'ils soient éclairés des grands enjeux du monde contemporain? Ce sont des questions que je peux poser aussi aux missions de l'enseignement supérieur et de la recherche, au demeurant. Et on voit bien que ce sont des questions qu'on ne se pose plus jamais. Et on fait comme si
c'était déjà fait. Et moi, je sais que mon master, il est évalué à l'aune simplement du taux d'employabilité et du salaire à la sortie du master. Mais peut-être que mon master, il a aussi d'autres objectifs que celui simplement d'augmenter le rendement en capital humain de mes étudiants. S'agit-il, j'ajoute une suggestion, s'agit-il de cultiver le rêve, l'évasion, la capacité à créer des utopies, à contempler, voilà, et pourquoi ne pourrions-nous pas mettre aussi sur la table ces éléments qui sont éminemment centrales? Pourquoi? Pour le vivre ensemble. Alors évidemment, j'ai bien entendu que le lien social était quelque chose sur lequel il fallait être attentif, mais je pense que nous sommes condamnés au vivre ensemble et que ces questions doivent être aussi centrales que la course à une rentabilité économique immédiate. J'ajoute un dernier point sur la perte de sens dans le travail, c'est-à-dire qu'évidemment, quand les missions sont imposées de manière extrêmement hétéronome, après on finit par se demander, nous en tant que collectif dans les services publics, à quoi l'on sert. Et en particulier, d'ailleurs, le travail, est-ce que ce n'est pas le grand absent des analyses de la valeur contemporaine, ce qui est quand même, par rapport aux vieilles analyses de l'économie politique du XVIIIe siècle, quand même quelque chose d'étonnant. Et puis, je ne reviens pas sur l'intérêt général. Je ne vais pas présenter ça. Je conclus. Il me semble que l'évaluation doit être envisagée comme un enjeu démocratique. Donc je reviens sur la toute première intervention de M. Pierre Fuseau. De M. Pierre Fuseau, parce que pour moi, toute évaluation repose sur des conventions sociopolitiques, c'est le fruit de choix, de représentation de ce qui est bon, de ce qui est bien, de ce qui est un bénéfice. Et ce qui est un bénéfice n'est pas déterminé d'emblée et n'est pas une donnée en quelque chose. Il y a donc des enjeux de capacité ou d'empowerment, c'est-à-dire une volonté peut-être d'influer sur les politiques publiques. On sait qu'il y a des enjeux de l'évaluation comme régulateur externe. Pour des activités qui sont productrices de commun, ça me semble très important. Et j'ai lu le terme de commun aussi dans le livre blanc. Et le terme de commun, ça signifie aussi qu'on a comme projet de réduire une forme d'inégalité économique et sociale, de fabriquer de la solidarité, de la sociabilité et d'améliorer les conditions collectives du développement humain durable. Et si je me permets de dire ça, c'est parce que je vois bien au niveau macroéconomique, et donc il ne faut pas se tromper non plus d'un siècle, je vois bien au niveau macroéconomique que la question du développement humain durable est quand même en train au niveau national et international de s'imposer petit à petit, et que du coup ce serait dommage que certains services publics restent à côté de ça. Il y a un enjeu identitaire évident dans l'évaluation. Quel est l'objet social? Quel est le projet collectif? Il y a un enjeu de débat public. Quel monde de la culture ou de la connaissance veut-on promouvoir et qui en décide? Du coup, se pose la question évidemment des enjeux des parties prenantes qui peuvent participer à la fois à l'élaboration de la normalisation des méthodes, à l'élaboration de l'évaluation de l'impact. Et du coup, il me semble qu'il faut être attentif aux objets de normalisation hétéronome et aux enjeux de mise en équivalence aussi. Je vous remercie. Nous allons vous remercier aussi d'avoir effectivement été aussi tonique et convaincante, et également d'avoir tenu complètement dans le délai qu'on vous avait proposé. Peut-être y a-t-il une ou deux questions avant que nous passions à la pause méridienne. Mais pas plus qu'une ou deux parce qu'il va être temps d'aller déjeuner. Merci. Renaud Ayoux, médiathèque départementale du Puy-de-Dôme. Je ne sais pas si on entend bien. Non, on n'a pas très bien entendu. Alors merci à la qualité de toutes les interventions dans la matinée. Simplement sur l'un des points que vous avez soulevé, effectivement de ne pas tomber dans la confusion entre la mesure de la performance des services publics et la question de l'évaluation des politiques publiques. Il me semble néanmoins que la mesure de la performance des services publics peut au moins se justifier, se décliner et se mettre en œuvre au niveau managérial, ce qui a souvent été un peu écarté, et ça me semble aujourd'hui nécessaire pour avancer collectivement sur la diffusion des bonnes pratiques et évidemment sur la nécessaire modernisation aussi de nos services publics. Donc je crois que vous avez bien fait de rappeler qu'il ne faut pas verser dans cette confusion, mais je voulais souligner que peut-être il ne faut pas non plus tomber dans le rejet de ces pratiques de mesure de performance, au moins pour le travail collectif et le management.
Oui. Oui, on peut. Alors, Florence Janicatrice propose. Appelons ça au moins évaluation des performances, parce que comme l'impact, pour moi, une mesure qui ferait préexister, qui laisserait entendre que la performance est une donnée a priori, me semble tout aussi discutable que l'évaluation des impacts. Donc appelons ça au moins évaluation de la performance, si vous le souhaitez, dans sa multidimensionnalité. Encore une, oui. Bonjour. C'est allumé, oui. J'ai pas l'aisance pour poser une vraie question, et donc j'avais juste envie de réagir au fait qu'en tant que bibliothécaire, je me situe, ou on va se situer davantage comme expert, et donc pas du tout sur le champ, j'exagère, hein, mais pas du tout sur le champ qui est politique. Et avec la variété qui est la nôtre entre, je dirais, des positionnements très variés, et le contexte de lecture publique, et le contexte universitaire. Donc j'ai pas de question. C'est juste qu'il y a un décalage.